Il existe des objets, des artefacts, en apparence anodins, et qui pourtant traînent derrière eux de sombres histoires. Des objets que certains ont qualifiés de maudits, renfermant de terribles malédictions. Bijoux, chaises ou vases, les objets dont on va parler aujourd'hui ont laissé dans leur sillage de terribles malédictions. Alors, si je vous racontais aujourd'hui l'histoire de 3 objets maudits, est-ce que ça vous intéresse ? Le premier objet dont je vais vous parler a été en possession de nombreux propriétaires, dont certains assez connus. Mais d'abord, remontons à son origine. On raconte que c'est en Inde, dans un temple, qu'un homme, appelé Jean-Baptiste Tavernier, s'est introduit. Il aurait alors dérobé à une statue en or du dieu Vishnu un énorme diamant, d'une beauté sans pareille, d'un bleu incomparable, presque hypnotisant. C'est de toute beauté. Tavernier regagne la France muni de son précieux butin, et il va très vite trouver un acquéreur, une petite célébrité locale du nom de Louis XIV. Oui, le roi Soleil lui-même va se porter acquéreur du sublime joyau, qu'il va demander à faire tailler afin de lui donner encore un plus bel éclat. Et le diamant sera renommé le bleu de France. Et le diamant va rester en possession de la couronne française jusqu'en 1792. Et oui, c'est l'époque de la terreur en France. Elle fait suite à la Révolution française et une vague de violence en découle. Et un sentiment de haine à l'égard de la royauté et de ses symboles. Et de nombreux lieux symboliques de la royauté française sont pillés. Et c'est à ce moment-là que le bleu de France disparaît. Il faudra attendre une vingtaine d'années avant que le diamant ne réapparaisse à Londres. Et c'est le banquier londonien Lord Henry Philip Hope qui achète la pierre en 1830 et lui donne son nom. Le bleu de France se nomme désormais le diamant Hope. Et c'est à partir de cette période qu'il va vraiment commencer à faire parler de lui. Lord Hope, à sa mort, lègue le diamant à son fils, qui va très vite se retrouver ruiné. Et il est obligé de vendre le diamant à un courtier américain nommé Frankel, qui lui aussi va très vite se retrouver en faillite. Le diamant va ensuite tomber entre les mains de la milliardaire Evelyn Walsh McLean. Et son fils de 9 ans meurt renversé par une voiture. Son mari devient alcoolique et sa fille de 25 ans meurt d'une overdose. L'héritière finit sa vie dans un hôpital psychiatrique et disparaît à l'âge de 60 ans. Elle aurait déclaré « Après avoir acquis le diamant pendant des heures, ce bijou m'a regardé fixement. Et à un moment de la nuit, j'ai commencé à vraiment vouloir le posséder. J'ai alors mis la chaîne autour de mon cou et j'ai accroché ma vie à la sienne, pour le meilleur et pour le pire. » Le diamant a connu de nombreux acquéreurs, mais aussi de nombreux porteurs. Mais certaines l'ont juste porté lors d'événements, comme Laurence Ladue, actrice des Folies Bergères dans les années 20. Et celle-ci a été assassinée sur scène pendant qu'elle portait le diamant autour du cou. On raconte aussi qu'il serait passé entre les mains du sultan Abdulhamid II, qu'il aurait confié à l'une de ses concubines, qui mourra poignardée. Il finira lui-même par mourir. Sans parler du sort réservé à Louis XVI et Marie-Antoinette, qui, rappelons-le, ont été décapités. Les malheurs entourant le diamant Hope sont nombreux, mais il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Ce qui est certain, c'est que dans les années 50, le diamant est vendu au joaillier Harry Winston, qui finira par en faire don au Smithsonian Museum of Natural History à Washington en 1958, où il est toujours exposé, et n'aurait apparemment plus fait parler de lui. D'ailleurs, ce diamant a inspiré le cœur de l'océan, que l'on peut voir dans le film Titanic, que l'on peut voir dans cet extrait. Non, pas celui-là, je parlais de celui-là. Leonardo. L'histoire prend place en 1702, dans la petite ville de Thirsk, située au nord du Yorkshire en Angleterre. C'est donc là que je vous présente Thomas Busby, un homme porté sur la bouteille avec un très mauvais caractère. Ouais, un gros con.
Il se trouve que la femme de Thomas, Elisabeth, tenait une taverne dans la ville. Et bien entendu, Thomas ne manquait pas une occasion de profiter de la boisson dans la taverne. C'était un tel pilier de bar qu'il avait sa chaise préférée, sa place attitrée, sur laquelle seulement lui était autorisé de s'asseoir. Malheur à celui qui y posait son postérieur. Et pourtant, quelqu'un va le faire. Son propre beau-père. Thomas, complètement bourré comme à son habitude, rentre dans son bar et va voir son beau-père assis sur sa chaise à lui. Va alors commencer une grosse dispute entre les deux hommes, à tel point que le beau-père va menacer Thomas de reprendre sa fille Elisabeth et de la ramener chez lui. Et là, Thomas va voir rouge. Les deux hommes finirent par repartir chacun de leur côté. Mais Thomas n'en avait pas fini. Il était toujours empli de rage. Et plus tard dans la nuit, toujours alcoolisé, il va se rendre à la ferme de son beau-père, se saisir d'un marteau, se jeter sur lui et lui fracasser le crâne à coups de marteau. Il va peu à peu reprendre ses esprits et se rendre compte de l'acte qu'il avait commis. À la boulette. Il va alors prendre la fuite à travers les bois, mais la disparition de sa victime finit par inquiéter. Et après que sa ferme ait été fouillée, on retrouva le corps. Et il fallut peu de temps avant que les soupçons ne se portent sur Thomas. Celui-ci est retrouvé et arrêté. Et le moment de son procès arrive où, visiblement, il n'éprouve aucun regret. Il est alors condamné à mort. Cependant, avant d'être exécuté, il va exprimer une dernière volonté, pouvoir boire une dernière bière dans son bar. Et surtout, la boire assis sur sa chaise préférée. Sa volonté est acceptée. Il va alors se placer sur sa chaise, vider sa pinte, et alors qu'il est tiré de son fauteuil, il va entrer dans une colère noire et s'écrier qu'une mort subite foudroie quiconque osera s'asseoir sur ma chaise. Oui, allez, c'est bien, on y va. Ça prête à sourire, mais il se trouve que la menace est prise au sérieux. Et personne n'ose s'asseoir sur la chaise de Thomas. Jusqu'en 1874, où un ramoneur venu boire un verre, exténué, va s'effondrer sur la chaise de Thomas. Les habitués le mettent en garde à propos de la malédiction, mais l'homme n'en a rien à faire, et termine sa soirée ainsi. Seulement, le lendemain, le ramoneur est retrouvé pendu à un portail. Les gens déjà superstitieux sont encore plus effrayés par la chaise. Et la rumeur se répand, et bientôt, des clients téméraires vont vouloir se prêter au jeu. S'ensuivront des morts et des disparitions. Bien plus tard, ce sont 2 pilotes de la Royal Air Force qui vont relever le défi. Ils vont commander des bières et à tour de rôle, s'asseoir sur la maudite chaise de Thomas. Quelques heures plus tard, à bord de leur véhicule, ils vont percuter un arbre de plein fouet et mourir. D'autres décès vont encore suivre. On peut citer celui d'un homme mort d'une crise cardiaque, la nuit suivant celle où il s'est assis sur la chaise, ou celle d'une femme de ménage, morte des suites d'une tumeur au cerveau, quelques mois après avoir été sur la chaise. On relate aussi la mort d'un couvreur, qui, quelques heures après s'être assis sur la chaise, va chuter du toit sur lequel il travaillait sur son chantier et est décédé dans les heures qui suivront. Ce sont plusieurs dizaines de morts qui vont être reliés à la maudite chaise de Thomas Busby. La décision va alors être prise d'enlever la chaise, il était temps, et de la suspendre au plafond. Ainsi, personne ne pourra s'y asseoir, ni même la frôler. Elle n'a donc depuis plus fait de nouvelles victimes. C'est dans l'Italie du XVe siècle que nous nous rendons à présent, plus particulièrement à Naples. Et l'histoire commence plutôt bien car une femme est sur le point de se marier. Et elle a reçu comme cadeau de mariage un vase. Bon, je juge pas les cadeaux, mais c'est de la merde quand même. Jusque-là, rien de bien particulier. Jusqu'au jour du mariage, car c'est là que va arriver le drame. En effet, c'est durant la nuit de noces que l'on retrouva la mariée, mourante au sol. Le vase serré dans ses bras et dans un dernier souffle, elle jura de revenir et de se venger avant de s'éteindre. Et les causes de sa mort ? Le vase va être conservé, et plutôt bien, car il va se transmettre de génération en génération. Et des morts étranges et mystérieuses vont se succéder. Et les membres de la famille vont se rendre compte que c'est le vase qui cause tous ces malheurs, et vont alors s'en débarrasser. On ne sait pas trop comment, mais le vase va disparaître. Il est dit que ce serait un prêtre, qui l'aurait pris avec lui pour l'enterrer dans un lieu sacré. Et de très longues années plus tard, le vase va réapparaître, déterré par hasard à la fin des années 80. Et c'est une sacrée découverte, car le vase est très ancien. Néanmoins, les propriétaires vont vite déchanter. Ils vont trouver dans le vase un mot
sur lequel était écrit « Attention, ce vase apporte la mort ». Peut-être superstitieux, ceux-ci parviennent à le vendre à un pharmacien, mais pas le temps de profiter de sa sublime acquisition que 3 mois plus tard, il va être retrouvé mort. Un peu plus tard, c'est un chirurgien qui va s'en porter acquéreur et mourir peu de temps après. Puis c'est un archéologue qui va l'obtenir et va mourir en seulement 3 mois. La famille de l'archéologue va donc prendre la décision de vendre le vase, mais sa réputation va le précéder et personne ne va vouloir s'en porter acquéreur malgré sa valeur historique. C'en était trop pour les familles des victimes du vase, et un jour, un homme va s'en saisir et le jeter par la fenêtre. Et le vase va s'exploser sur la tête d'un homme, d'un policier. Ah, c'est con, hein. D'ailleurs, en parlant de police, celle-ci va s'en mêler. Et il est dit donc que les autorités ont récupéré les débris du vase, les ont mis dans un coffre et l'ont enterré très profondément afin que personne ne puisse remettre la main dessus. Alors il faut bien entendu garder un esprit critique vis-à-vis des histoires racontées aujourd'hui. La plupart sont très anciennes et reposent sur des croyances et des superstitions parfois d'un autre temps, d'autant que certaines sources se contredisent. Il est donc difficile de démêler le vrai du faux. Mais que devons-nous en conclure ? Est-ce que ces histoires sont simplement le fruit de notre imagination ? Ou existe-t-il vraiment des forces invisibles à l'œuvre ? Peut-être que ces récits sont là pour nous rappeler les dangers de l'avidité, de la jalousie ou simplement de la curiosité excessive. Peut-être que ces objets nous mettent en garde lorsque nous ne respectons pas les mystères de l'inconnu. Et un vase, c'est nul comme cadeau. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire, et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à me proposer des autres idées de vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt.